Mythes et complots. Cargo, voiliers et avions se sont volatilisés, sans rien laisser derrière eux, ni corps ni épave, rien d'autre qu'une énigme. Avec Christian Page. C'est l'énigme du triangle des Bermudes. Sacramouille, ça va par là. Christian Page, bonjour. Salut. Alors, c'est pourquoi le triangle des Bermudes? Parce qu'en fin de semaine, on sera le 5 décembre et on fêtera le 65e anniversaire de l'événement qui a probablement le plus marqué le mythe du triangle des Bermudes. D'abord, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que ce triangle des Bermudes? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ignorent de quoi on parle? Disons que le triangle des Bermudes, c'est une vaste zone océanique qu'on pourrait délimiter là, par les côtés, qui va de la Floride aux Bermudes, des Bermudes à l'île de Porto Rico et de l'île de Porto Rico de retour à la péninsule de la Floride. Donc c'est une vaste zone océanique, c'est très très grand là, comme territoire qui est couvert. Et puis ça remonte à quand cette histoire de triangle des Bermudes? À en croire la littérature, il y a toujours eu des observations ou des manifestations étranges dans cette région-là. On raconte, par exemple, qu'au moment d'arriver en Amérique, Christophe Colomb lui-même, dans ses livres de bord, aurait raconté avoir observé des lumières mystérieuses dans ce triangle des Bermudes. Mais il faut vraiment attendre les années 60 pour que, notamment, un journaliste, Vincent Gadis, dans un magazine qui s'appelle l'Argosy, qui est un magazine qui, à l'époque, se spécialisait dans les phénomènes paranormaux, fasse remarquer qu'il y avait un nombre anormalement élevé de disparitions mystérieuses dans ce secteur-là. Et puis, à ce moment-là, ça va devenir un peu un sujet d'intérêt pour les amateurs de mystère, jusqu'au début des années 70, où là, un auteur qui s'appelle Charles Berlitz, petit-fils de l'école de langue Berlitz. Ah oui. D'ailleurs, moi, je l'ai rencontré à quelques reprises, et il me racontait qu'il parlait, je crois, 26 langues couramment. Dommage qu'il ait été il a été meilleur polyglotte qu'enquêteur, mais quoi qu'il en soit, au début des années 70, il publie un ouvrage qui va être excessivement populaire, qui va se vendre à des millions d'exemplaires, qui s'intitule Le mystère du triangle des Bermudes. Et là, on peut dire que ce phénomène du triangle des Bermudes vient de s'ancrer dans la mythologie populaire. Donc, voilà un peu notre histoire du triangle des Bermudes. Comme je l'ai mentionné, on a des récits d'anomalies mystérieuses dans ce secteur-là, mais aucune de ces anomalies n'a autant fait fantasmer que la disparition, le 5 décembre 1945, d'un escadron de 5 bombardiers Avenger de l'armée américaine. Alors, tu vois, comme on approche de Noël, je t'ai amené un petit jeu de ma propre confection. C'est le fun, ça, qui s'intitule « Où est passé le vol 19 ?» C'était le nom de notre fameux escadron en question. Okay. Et, est-ce que tu vas faire le bruit de l'avion? Ouais, si tu veux. Allez! Mais comme on... Ah, tiens, voilà, t'es un bon bruiteur. Ah ouais, ben oui, j'ai un petit bébé à la maison, t'es obligé. Mais comme on le sait, ici, on est beaucoup plus visuel que auditif, alors je vais te demander d'être un peu les yeux de nos auditeurs d'aujourd'hui. Oui. Donc, ce que j'ai devant moi, c'est un peu une carte de la Floride, de la péninsule de la Floride, avec un petit avion, et on va essayer de suivre qu'est-ce qui a pu se passer ce jour du 5 décembre 1945, et est-ce qu'on est réellement en présence d'un grand mystère historique. Évidemment, j'appuie mes affirmations sur le rapport d'enquête de la US Navy, parce que certains diront, je dis encore n'importe quoi, ou bien ils diront... C'est rare qu'on dise ça de toi. Oui, c'est vrai. Sincèrement, là, c'est très rare. C'est vrai. Mais évidemment, je suis toujours un peu, si je dis que quelque chose est vrai, et pour ceux qui croient que c'est faux, je dis n'importe quoi, et vice-versa. Mais bon, j'ai entre les mains le rapport de la US Navy. J'ai moi-même été en Floride à quelques reprises. J'ai enquêté sur le triangle des Bermudes. J'ai eu un excellent accueil d'ailleurs des gardes-côtes qui m'ont raconté toutes sortes d'anecdotes. Si j'ai le temps, je vais t'en raconter une ou deux. Tu vois, c'est vraiment croustillant. Et puis, dans ce rapport, pour la US Navy, en 1945, il n'y avait pas de mystère à la disparition des 5 bombardiers Avenger. Alors, je te raconte un peu, allons-y, dans l'aspect historique de la chose. Nous sommes donc le 5 décembre 1945. Ce jour-là, à l'agenda, il y a une opération, en fait, une sorte de manœuvre relativement simple. On a 5 bombardiers. Les avions Avenger, ce sont des avions qui ont une excellente feuille de route. Ce sont des appareils qu'on a beaucoup utilisés durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des appareils que l'on mettait sur les porte-avions, dont les ailes se repliaient un peu sur l'avion. Tu as probablement vu des vieux films d'archives qui montrent ça. Oui. Ils ont fourni un excellent travail, notamment durant la guerre du Pacifique.
Donc, ce sont des bons appareils avec toutefois un équipement assez rudimentaire. Mais enfin, donc ce jour-là, 5 décembre 45, l'escadron doit quitter la base de Fort Lauderdale en Floride, se rendre au large, près de Chicken Shoal, c'était un petit îlot dans les Bahamas, bombarder une carcasse de bateau qu'on a laissée là, et ensuite les appareils doivent remonter vers le nord et revenir à Fort Lauderdale. Bref, une opération qui doit demander à peu près 2 heures, c'est relativement simple. Donc, nos appareils décollent donc, il est 14 heures, nos appareils décollent de la base aéronavale, à 14h10, les appareils sont tous en vol. La littérature sur le triangle des Bermudes nous dit que ce jour-là, la température était idéale. C'est à la fois vrai et faux. La température était idéale à Fort Lauderdale, mais déjà au large, on avait noté l'apparition de cellules orageuses. Mais ça ne posait pas un problème pour l'escadron puisque l'opération devrait être complétée avant la tombée du jour. Donc, nos appareils d'école se dirigent vers le porte-avions, pas le porte-avions, mais la carcasse qu'on a laissée au large pour la bombarder. Est-ce qu'on sait il y a combien de personnes dans chaque Oui, avion? C'est bien que tu me mentionnes ça. Il y a d'ailleurs, c'est un peu comme l'histoire du gars qui n'a pas embarqué dans le Titanic. Hein. Chaque appareil compte 3 membres d'équipage. Sauf que ce matin-là, un certain Alan Costner, qui éprouve des douleurs à l'estomac, va demander d'être exempté de vol, il va recevoir son exemption de vol. Donc ce jour-là, au lieu d'avoir 15 hommes d'équipage, on a 14 hommes d'équipage, on a 4 appareils qui compte 3 membres d'équipage et un dernier, l'appareil radio, qui lui compte seulement 2 membres d'équipage. Donc, 14h10, tous nos appareils sont en vol. Ils se dirigent vers le large. Ils dépassent l'île Andros. Ils se dirigent vers les îles des Bahamas. Et là, près de Chicken Shoal, ils bombardent cette épave de navire qui a été laissée là. Ensuite, et là, c'est très important, on est quelques semaines avant Noël. Et à l'époque, je dis à l'époque parce que je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore une pratique, mais à l'époque, on avait une prime de Noël qui était calculée sur le temps de vol. Donc, évidemment, 3 semaines avant Noël, les gens se disent, bon, l'opération demande 1h30, 2 heures de vol. Alors, mais les appareils ont une autonomie de vol de 4 ou 5 heures. Donc, pourquoi ne pas rentabiliser ce carburant en l'ajoutant un peu sur la prime de Noël? Alors, immédiatement après l'opération, après le bombardement de la carcasse, les appareils remontent vers le nord et Charles Taylor, le commandant du vol, le lieutenant Charles Taylor, va demander à ses hommes d'équipage s'ils décident de rester plus longtemps en vol pour augmenter la prime de Noël. Encore ici, on a une dichotomie entre ce qui est rapporté dans la littérature versus les faits. On nous dit que c'était tous des pilotes qui étaient chevronnés. En réalité, il n'y a que Charles Taylor qui est un pilote chevronné. C'est le commandant de l'escadron et d'ailleurs, il est nouvellement arrivé à Fort Lauderdale. Il connaît mal la géographie des lieux. Les autres, ce sont tous des élèves pilotes. Donc, on est déjà là, il y a quelque chose de mystique, il y a déjà quelque chose, il y a un talon d'Achille dans notre histoire. Donc, nos hommes vont remonter vers l'île des Grandes Bahamas et puis là, ils vont commencer à tourner en rond. Hein. En fait, on brûle du carburant, on reste le plus longtemps possible. Et puis, soudain... Pour la prime. Pour la prime, bien sûr. Oui. Et puis, aux alentours de 15h40, Charles Taylor communique avec la base de Fort Lauderdale et la base juste un peu au sud, à Banana River, il y a une autre base militaire qui s'appelle Port Everglade. Ce sont les Sans Feliz qui sont là. Donc, Sans Feliz vient du nom sans fil. Donc, les Sans Feliz, ce sont les contacts radio. Et là, Taylor appelle la base et dit « Nous sommes perdus ». Il ne sait plus exactement où il se trouve. Il raconte durant ses messages qu'il a passé un petit nombre d'îlots qu'il croit être les Key West. Hein. Les Key West, ce sont ce chapelet d'îlots qui est au sud de la péninsule de la Floride. Donc, Taylor se croit à ce moment-là au sud de la péninsule de la Floride et non plus au-dessus des Bahamas. C'est quand même assez étonnant. Il raconte que son compas est déréglé. Mais son compas est-il vraiment déréglé? On comprend que s'il vole à l'est de la Floride et qu'il remonte, par exemple, vers le nord, son compas devrait indiquer le nord. Mais s'il se croit au sud de la Floride ou se dirigeant vers le sud, alors là, son compas devrait indiquer le sud. Donc, en fait, est-ce que c'est réellement son compas qui est déréglé ou c'est notre homme qui est victime d'une désorientation spatiale? Il croit voler au sud, il s'attend donc à ce que son compas indique qu'il vole au sud, alors que son compas lui indique qu'il vole à l'ouest. Mais ses collègues, ils ont un compas aussi? Oui, exact. Mais évidemment, on parle ici de jeunes élèves pilotes versus Charles Taylor. Donc, au cours des minutes qui vont s'écouler, il y a toute une anarchie qui va se mettre dans le vol. Même un des élèves pilotes va dire à Taylor, je crois, commandant, qu'on vole dans la bonne direction. Et Taylor, qui est le commandant du vol, va presque le menacer de la cour martiale s'il ose mettre en doute son jugement. Hein? On sait, ce sont des militaires. Si le colonel dit, on va à droite, on va à droite. Si on tourne à gauche, on tourne à gauche. Donc, les élèves se la ferment, comme on dit, et on suit
le commandant. Et si le commandant dit qu'on vole au sud, c'est qu'on doit voler Marche au au sud. sud, oui. Mais à ce moment-là, déjà, en vol à Port Everglade et à Fort Lauderdale, on se doute bien qu'il y a quelque chose dans les rapports de Taylor qui ne tiennent pas la route. On est convaincu à ce moment-là que malgré ce que le commandant Taylor dit, on est convaincu qu'il continue de voler au-dessus des Bahamas. On croit qu'il a confondu parce que pour les gens qui connaissent mal le secteur, puis c'est un peu notre cas ici, on oublie qu'au large de la Floride, lorsqu'on parle du large de la Floride, on s'imagine qu'il y a la Floride, les Bermudes ou les Bahamas entre les deux. Mais en fait, les Bahamas, c'est constitué d'un paquet de petits chapelets d'îlots et il est facile de confondre, vu du haut des airs, ces îlots aux îles des Key West. Et comme Taylor a fait son entraînement dans les Key West et connaît mal la géographie au large de Fort Lauderdale, on est convaincu à Port Everglade et à Fort Lauderdale que Taylor est toujours au-dessus des Bahamas. C'est lui qui est victime d'une désorientation spatiale et qu'il a confondu certaines îles des Bahamas aux Key West. Alors, on va tenter l'ultime effort pour ramener l'escadron à terre. À Port Everglade, les San Phillips vont contacter parce qu'il y a déjà un autre appareil qui est en vol, qui a réussi à maintenir un contact avec l'escadron, là, qui semble voler à gauche, à droite, qui semble perdu. Et ce pilote-là, Robert Cox, va contacter Taylor. Et là, grâce à Port Everglade, on va réussir à faire une triangulation. On arrive à peu près à situer des appareils au-dessus de Great Tobacco, une assez grande île qui se trouve dans les Bahamas. On est à peu près convaincu que c'est là que se trouve le vol 19 à ce moment-là. Et là, on va tenter l'ultime effort. Port Everglade va contacter Charles Taylor et lui dire, écoutez, placez le soleil au-dessus de votre aile droite et volez droit devant vous. Et à ce moment-là, à Port Everglade, on va diminuer la longueur d'onde radio de façon à réduire la portée du radio. Si la communication se maintient fort avec le vol 19, c'est qu'ils sont dans la bonne direction. Et si on perd la communication, c'est qu'on se sera trompé et que le vol ne se trouve pas au-dessus des Bahamas. Ah oui, c'est bon. Alors, c'est exactement ce que l'on fait. Là, à ce moment-là, il est à peu près 14h30. Et là, la communication se maintient fort et claire. Taylor continue à voler droit devant lui, toujours le soleil au-dessus de son aile droite. On diminue la longueur de la portée des ondes radio et encore une fois, le contact radio se maintient bien. Cette fois, on est dans la bonne direction. À Port Everglade, comme à Fort Lauderdale, évidemment, c'est l'enthousiasme. On sait maintenant que les appareils vont regagner bon port. Et soudain, l'inexplicable va se produire. C'est probablement le seul véritable événement inexplicable de toute cette histoire. Charles Taylor décide de changer de direction. On s'arrête là-dessus. On est avec Christian Page. Avec Christian Page. Alors, Monsieur Taylor. Le commandant Taylor, lieutenant Charles Taylor, en fait, décide de changer de direction au dernier moment. C'est-à-dire que là, Là, c'est pas le gars de la commission sur les accommodements raisonnables. Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est pas le dictateur non plus, là. Pas du tout. C'est supposé être un pilote chevronné, notre bonhomme Taylor. Alors, il se dirige vers Port Everglade. La communication radio se maintient fort et claire. On est convaincu à ce moment-là que le retour du vol 19 n'est plus qu'une question de minutes. Et soudain, Charles Taylor réitère son affirmation qu'il est persuadé qu'il se trouve au-dessus des Key West. Et à ce moment-là, il dit, je vais tourner vers le nord, ce qui devrait éventuellement m'amener vers la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, et ou bien vers le Texas au pire, mais il va retrouver la terre, croit-il. Mais comme il se trouve en réalité au-dessus des Bahamas, tourner vers le nord signifie mettre le cap vers l'Irlande. Et là, évidemment, les avions n'ont pas le carburant nécessaire. Parmi les dernières communications radio, Taylor va dire « J'ai l'impression que même l'océan est différent ». Évidemment, les amateurs de mystère vont interpréter ça comme étant quelque chose de tout à fait fantastique, mais en réalité, ce que pour la commission d'enquête, lorsque Taylor mentionne ça, c'est que probablement il est débarqué du plateau continental. On comprend qu'au large des Bahamas, l'océan va plonger à presque 4000 mètres de profondeur. Alors, l'eau n'a plus la même couleur. Lorsqu'on est au-dessus du plateau continental, l'océan est d'un bleu turquoise un peu, et lorsqu'on arrive au-dessus, lorsqu'on débarque de la plaque continentale, on plonge à 4000 mètres de profondeur. Là, l'eau devient beaucoup plus sombre et les vagues sont très différentes. Il faut se rappeler également qu'on avait des cellules orageuses qui étaient en formation. Et à ce moment-là, lorsque Taylor décide de changer de cap, très rapidement, on perd les communications avec lui. On sait qu'aux alentours de 19 heures à peu près, le vol ne devait plus avoir de carburant et les avions se sont probablement crashés dans l'océan.
Encore une fois, les amateurs de mystère diront « Oui, mais les appareils Avenger étaient en mesure de demeurer à flot pendant 90 secondes. L'équipage avait bénéficié d'un entraînement spécial qui leur permettait d'évacuer l'avion en moins de 60 secondes. Alors pourquoi n'a-t-on pas retrouvé de survivants? » Évidemment, tout cela, c'est dans des conditions idéales. Si vous êtes à bord d'un avion et qu'à un moment donné, votre pilote vous dit qu'il doit faire un amérissage, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup d'avions qui réussissent à supporter un amérissage. Les appareils, généralement, se disloquent. Mais dans des conditions idéales, peut-être on aurait pu retrouver quelque chose. Mais il y avait des cellules orageuses, la mer était démontée. Lorsque les avions se sont crashés, même s'il y avait eu 1 ou 2 survivants, leur chance de rester en vie longtemps était à peu près peine perdue. Vers 19 heures, et là on a une coïncidence qui est tout à fait surprenante. Vers 19 heures, les appareils vont donc se lancer à la recherche du vol 19, de ce fameux vol disparu, dont visiblement le crash est dû à une désorientation spatiale du commandant de bord. Et durant ces missions d'entraînement, ces missions de secours, on va perdre un Martin Mariner, un gros hydravion qui était conçu pour des missions en haute mer. Donc ce jour-là, l'armée joue de malchance. Non seulement la Navy perd-elle 5 de ses bombardiers Avenger, elle perd également l'un de ses avions de recherche, qui est un Martin Mariner. Les amateurs de mystère vont encore interpréter ça, mettre ça sur le compte du mystérieux triangle des Bermudes, mais en réalité, le Martin Mariner était un mauvais avion. Les pilotes l'avaient même surnommé la bombe volante. Il avait des problèmes d'alimentation de carburant. L'intérieur de l'avion se remplissait de vapeur d'essence. Il suffisait d'un court-circuit, par exemple, au tableau de bord pour enflammer l'avion. D'ailleurs, vers 19h15, des pêcheurs qui s'affairaient au large de Miami ont entendu une déflagration et ont vu une boule de feu traverser le ciel. C'était visiblement le Martin Mariner qui venait d'exploser. Mais c'est vrai que ce jour-là, on a joué de malchance, on a perdu tous ces avions-là. Il y a eu une commission d'enquête qui a été faite, conclusion, désorientation spatiale, un accident spectaculaire, mais un simple accident. L'incident va rester un peu ignoré pendant des années. Ce n'est que dans les années 60, lorsque Vincent Gandis va commencer à s'intéresser au triangle des Bermudes, à colliger un ensemble de faits, de disparitions mystérieuses, que l'histoire de ce vol 19 va ressurgir. Évidemment, on va changer un peu des faits, on va rendre ça plus mystérieux que ça l'est encore. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence, cette histoire de vol 19. Tu te rappelles le film La rencontre du troisième type de Steven Spielberg? Oui. Rappelle-toi la scène d'entrée. On retrouve les avions, 5 Avengers dans le désert. On monte à bord et on dit, hey, ces avions ont disparu depuis 1945. Et à la fin, lorsque la secoupe se pose... Ça? Oui, ce sont ces avions. Non, mais j'avais pas compris et à la toute fin, lorsque la soucoupe se pose et qu'une porte s'ouvre et on voit plein de gens qui sortent, on voit un militaire en vêtements de pilote qui sort tenant son petit chapeau de pilote d'avion, son chapeau de cuir. Il se présente aux gens qui l'attendent, il dit « Bonjour, je suis le lieutenant Charles Taylor ». C'est lui, ça. Donc, c'est le commandant du vol 19. Donc, tu vois, c'est devenu presque une référence dans le domaine du mystère. La grande question, c'est, y a-t-il réellement un mystère du triangle des Bermudes? Et la réponse, je te dirais que elle est double. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a réellement des disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes? Si on se fie aux gardes-côtes, la réponse est non. Il faut se rappeler que le triangle des Bermudes est une zone excessivement achalandée. 80% du trafic maritime passe par cet endroit-là. Si on se réfère ensuite aux chiffres de la Lloyd's, qui assure la plupart du transport cargo sur navire, il n'y a pas plus au prorata de disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes qu'ailleurs. Il faut également retenir que c'est une zone excessivement changeante sur le plan de la température. Une partie du triangle des Bermudes se trouve entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Donc, ce sont des endroits excessivement instables sur le plan de la météo. Très rapidement, des cellules orageuses peuvent apparaître. Il y a une auditrice qui écrivait des rogue waves. Exactement. Donc, ce sont des vagues, ce sont des sortes de colonnes d'eau qui peuvent surgir comme ça de la mer. Et évidemment, si on vole à basse altitude, un avion qui volera à basse altitude serait littéralement happé par ces vagues. Ah oui. Ce qui est intéressant dans le triangle des Bermudes, et si le temps me le permet, je vais te raconter une anecdote. Je me trouve à un moment donné sur le tarmac, pour les gens qui connaissent un peu Miami, c'est l'aéroport Dale Miami, et il y a des installations des gardes-côtes qui sont là. Donc, on est une équipe de télévision, on doit partir, s'envoler pour le triangle des Bermudes. Et au moment où, évidemment, tu sais, comme lorsque les gens se promènent avec une caméra sur l'épaule, ça suscite la curiosité. Il y a un pilote qui est là, me dit, vous faites quoi? Je dis, on fait un reportage sur le triangle des Bermudes. Et lui, il va me raconter qu'il a vécu une petite expérience mystérieuse dans le triangle des Bermudes. Il est parti de l'aéroport avec un appareil, une sorte de Piper, avec un appareil, un bimoteur, en direction de Nassau, au Bahamas. Et il me raconte, au moment où il vole, il y a des cellules orageuses qui se développent, et au milieu de ces cellules orageuses, une sorte de cône, une sorte de tunnel qu'il voit au milieu des nuages.
nuages. Or, la pire chose que peut affronter un pilote d'avion, c'est un orage en vol. Alors, il décide de rentrer dans ce tunnel qui forme un peu comme l'œil d'un cyclone, par exemple. Il entre là et son appareil se trouve entouré de lumière brillante, un peu comme des feux Saint-Elme. Et lorsqu'il va se poser à l'aéroport de Nassau, il va constater que sa montre à lui, ainsi que la montre de son copilote ou de son passager, ont toutes les ont un manque à gagner de 10 minutes, ainsi que l'appareil, l'horloge de bord de l'appareil. Évidemment, ces gens-là ne disent pas « nous avons voyagé dans le temps », mais ils ont été pris dans une sorte de perturbation électromagnétique qui a affecté les équipements du bord et même leur montre. C'est ça, le triangle des Bermudes. Mais ça, qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Non, c'est sûr qu'on ne sait pas. Mais le nombre, si on regarde au niveau de la littérature, il y a tellement d'anecdotes qui concernent des anomalies survenues dans le triangle des Bermudes que faire fi du nombre de ces récits, ce serait un peu ridicule. Je pense qu'on est en présence on se trouve dans une région du monde où il peut y avoir des perturbations électromagnétiques, des perturbations d'ordre météorologique. Mais de là à croire qu'il y a des disparitions mystérieuses, malheureusement, les chiffres, les statistiques ne semblent pas aller dans ce sens-là. Mais on croyait quoi, en fait? Des extraterrestres? En fait, l'hypothèse que semblent développer les amateurs de mystère, c'est qu'il y a des sortes de portes, des sortes de vortex ouverts vers des dimensions parallèles. Okay. Et ces mystérieux triangles, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Il y a le triangle des Bermudes, il y en aurait un également au large du Japon, le triangle du diable, même un au-dessus des Grands Lacs. La grande question que moi je me pose, c'est quand même... Au-dessus des Grands Lacs, Bien, oui. Et la grande question que moi je me pose, c'est quand même curieux que ces triangles, ces portes vers d'autres mondes, sont toujours au-dessus de l'océan, au-dessus de grandes surfaces d'eau, où il est facile de faire disparaître un avion et un bateau. On n'a pas vu de ces mystérieux triangles au-dessus de l'Alberta, où on nous raconterait avoir fait disparaître un train avec 25 wagons. Tu comprends? Ça ne se produit pas. C'est toujours au-dessus de l'océan. Et ça tombe bien parce que c'est facile de faire disparaître un avion et un bateau dans l'océan. Okay. Donc, le triangle des Bermudes, probablement une région excessivement instable où il peut y avoir des perturbations météorologiques ou des perturbations électromagnétiques qui peuvent engendrer un ensemble de phénomènes plus ou moins mystérieux, mais pas forcément inexplicables. Quant aux disparitions, je pense que les statistiques jouent contre le triangle des Bermudes. Tu me rassures beaucoup. Merci, Christian Page. Toujours un plaisir. Merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là. Il n'y a pas l'autre qui suit après cette pause. À demain.